Au-delà de nos frontières, nous informons, mesdames, messieurs, bienvenue. Selon des révélations des Jeunes Afrique, la médiation congolaise portée par João Lourenço pour un dialogue inclusif en RDC se heurte à un refus de Kinshasa qui rejette la participation de la F-123 et de proches de Joseph Kabila. J'espère. Selon des révélations du journal Jeune Afrique, l'Angola a transmis aux autorités congolaises une feuille de route de 21 pages visant à ouvrir un dialogue inclusif intercongolais pour la paix durable et la réconciliation nationale. Un document ambitieux, presque architecturé comme une sortie de crise politique et sécuritaire, mais qui se heurte déjà à des lignes rouges fermement posées par Kinshasa. Au cœur du dispositif proposé par Luanda figure une architecture de 90 participants répartis en 3 blocs égaux, 30 représentants de la majorité au pouvoir, 30 de l'opposition politique et militaire, incluant notamment des acteurs liés à la F-123 ainsi que des proches de l'ancien président Joseph Kabila et 30 issus de la société civile. L'objectif affiché selon Jeune Afrique, créer un équilibre de représentation capable de désamorcer les tensions structurelles qui fragmentent le paysage congolais. Le plan prévoit également une forte implication diplomatique régionale. Le président angolais João Lourenço serait désigné comme parrain et coordonnateur principal du processus, tandis que la médiation effective serait confiée au président togolais Faure Gnassingbé sous l'égide de l'Union africaine. Les discussions selon cette proposition devraient se tenir à Luanda, consolidant le rôle de l'Angola comme plateforme centrale de la diplomatie régionale sur le dossier congolais. Pour favoriser l'adhésion des parties prenantes, la feuille de route insiste sur un ensemble de mesures de confiance. En amont, libération des prisonniers politiques, commutation de certaines peines et respect effectif du cessez-le-feu par les groupes armés. Une approche classique dans les processus de paix, mais particulièrement sensible dans le contexte congolais actuel, marqué par une forte méfiance entre acteurs. Mais à Kinshasa, la réception est largement négative. Les autorités rejettent l'essentiel du cadre proposé, en particulier la présence de la F-123 et des figures associées à l'ancien régime de Joseph Kabila. Le gouvernement du président Félix Tshisekedi insiste également sur un point de souveraineté politique jugé non négociable, la tenue de toute initiative de dialogue à Kinshasa sous autorité nationale. L'Angola, mandaté pour organiser un dialogue intercongolais, fait face à des désaccords croissants avec la RDC sur le cadre des discussions. Le projet est désormais dans l'impasse. Le président angolais peine à faire avancer son initiative et reste de plus en plus discret. Il n'a pas officiellement renoncé à sa mission, mais des sources diplomatiques à Jeune Afrique confirment le blocage du processus. À la 1179e séance du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine, la RDC a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire à ces conflits. Il a appelé à un cessez-le-feu effectif, véritable et appliqué à de bonne foi. Il a aussi demandé la protection des civils, des infrastructures essentielles et du patrimoine culturel et religieux. Je remercie les États-Unis de leur déclaration et je donne la parole à la République démocratique du Congo. Madame la Présidente de la République démocratique du Congo remercie la République de Colombie pour la convocation de cette séance. Ma délégation salue la présence du sous-secrétaire général Khaled Kiari ainsi que celle de Madame Eden Wossernou, directrice des opérations et du plaidoyer du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Nous la remercions pour leurs exposés exhaustifs en prélude de ce débat. Madame la Présidente, une fois de plus, ma délégation exprime sa profonde préoccupation quant à la poursuite du conflit en Ukraine. La dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire demeure particulièrement alarmante,
notamment au vu de ses répercussions croissantes sur les populations civiles. Les récentes informations régulièrement portées à l'attention du Conseil au cours de ces dernières semaines ne sont guère rassurantes. Bien au contraire, elles confirment une intensification préoccupante des hostilités et l'aggravation de leurs conséquences humanitaires, éloignant chaque jour davantage les perspectives d'un règlement pacifique que nous n'avons cessé d'appeler de tous nos vœux. Madame la Présidente, depuis plusieurs mois, un constat aussi préoccupant que paradoxal s'impose. Alors même que les technologies militaires n'ont jamais été aussi sophistiquées, leurs effets sur les populations civiles demeurent d'une gravité tout aussi préoccupante. Des pertes exponentielles, sans réelle prévision de relax, transcendent la dynamique de ce conflit. Ce paradoxe est notamment reflété dans de nombreux rapports qui nous rappellent de manière saisissante qu'aucune avancée technologique ne saurait épargner les populations civiles des souffrances que peuvent engendrer la poursuite de la guerre. L'intensification continue des hostilités au moyen de l'utilisation de drones et d'armes de longue portée s'accompagne ainsi de répercussions toujours plus lourdes sur les populations, des infrastructures essentielles à leur survie, ainsi que le patrimoine culturel et religieux dont la préservation constitue également une obligation du droit international. Madame la Présidente, nous ne le dirons jamais assez qu'il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit et que seul un règlement politique et diplomatique fondé sur le dialogue, la bonne foi et le respect des principes de la Charte des Nations Unies permettra d'ouvrir une perspective crédible de paix. Dans ce contexte, ma délégation considère qu'un cessez-le-feu effectif, vérifiable et mis en œuvre de bonne foi demeure un préalable indispensable à une reprise crédible du dialogue. À cette fin, nous exhortons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et encourageons toutes les initiatives visant à renforcer la protection des civils, à préserver les infrastructures essentielles et à favoriser une désescalade effective. Une cessation réelle des hostilités permettrait non seulement d'alléger immédiatement les souffrances des populations civiles, mais également de restaurer progressivement les mesures de confiance nécessaires à toute dynamique de négociation sérieuse. Les récents efforts diplomatiques démontrent que malgré les difficultés persistantes, la voie du dialogue demeure ouverte et mérite d'être pleinement soutenue. Se tenant résolument aux côtés des populations civiles affectées par ce conflit, la République démocratique du Congo rappelle l'obligation du strict respect du droit international ainsi que du droit international humanitaire qui incombe à toutes les parties. Elle réaffirme par la même occasion son attachement constant au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les États, tel que le consacre la Charte des Nations Unies. Dans le même esprit, ma délégation rappelle que les parties en conflit sont tenus de distinguer en toutes circonstances les objectifs militaires des populations et des biens à caractère civil. Pour conclure, Madame la Présidente, la République démocratique du Congo encourage tous les efforts diplomatiques visant à créer les conditions d'une paix juste, globale et durable, fondée sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Elle appelle également la communauté internationale à intensifier son appui humanitaire en faveur des populations affectées, sans discrimination et dans le plein respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Enfin, ma délégation exhorte le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité première dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. À chaque nouvelle réunion consacrée à l'Ukraine, une même réalité s'impose, la guerre continue de faire payer un lourd tribut aux populations civiles. Plus qu'un constat, cette réalité doit demeurer un appel à l'action, une action qui devrait consister en la préservation de ce qui peut encore l'être, à savoir les vies humaines, le respect du droit international
et les conditions d'un règlement politique durable. Je vous remercie. Merci de votre déclaration. Le Niger a officiellement déposé sa demande de retrait de la Cour pénale internationale près d'un an après son annonce conjointe avec le Mali et le Burkina Faso, a indiqué l'agente mardi. Le Niger a déposé officiellement sa demande de retrait de la CPI, la Cour pénale internationale, près d'un an après l'avoir annoncé avec ses alliés du Mali et du Burkina Faso, a indiqué l'institution mardi. Ces trois pays sahéliens arrivés au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023 revendiquent une politique souverainiste et ont tourné le dos à l'Occident. Ils ont formé la confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. En septembre 2025, ils avaient annoncé conjointement leur retrait de la CPI, la qualifiant d'instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Dans un communiqué transmis mardi, la CPI dit avoir reçu le 18 juin une notification de demande de sortie de l'institution de la part du Niger, dirigée par le général Abdourahmane Chani. Cette demande prendra effet le 18 juin 2027, soit un an après la date de réception de la notification, conformément au règlement de la CPI, précise-t-elle. Le Niger doit toutefois continuer à honorer ses obligations au sein de la CPI jusqu'à la prise d'effet de son retrait, précise l'institution. Bien que l'adhésion à un traité ou le retrait de celui-ci demeure un droit souverain des États en droit international, nous regrettons toute décision de se soustraire à l'effort collectif visant à mettre fin à l'impunité pour les crimes internationaux les plus graves, ajoute la Cour. La CPI n'a pas évoqué les cas du Mali et du Burkina Faso. Le nouvel entraîneur des Diables Rouges, Claude Leroy, a été reçu en audience par le président Denis Sassou Nguesso au palais présidentiel. Reportage de la presse présidentielle. L'emblématique entraîneur de football français Claude Leroy vient de signer son grand retour au Congo le 22 juin en qualité de sélectionneur des Diables Rouges, l'équipe nationale de la République du Congo. Un contrat de 2 ans qui permet à celui qu'on surnomme le sorcier blanc de revenir sur le banc avec la lourde mission de qualifier les Diables Rouges pour la CAN 2027. Claude Leroy, qui a déjà occupé ce poste entre décembre 2013 et novembre 2015, année de la dernière participation des Diables Rouges à la phase finale de la CAN, a décliné ce mardi 23 juin sa feuille de route au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il n'y a pas de championnat ici, puisque moi j'adore m'occuper des jeunes, de révéler des jeunes talents localement. Ça ne peut pas être le cas cette fois-ci, n'ayant plus de championnat, il n'y a plus de compétition, donc il n'y a plus de joueurs à découvrir. Donc il va falloir sensibiliser tous les binationaux, certains qui ont déjà joué avec les Diables Rouges, d'autres qu'il faut absolument qu'on réussisse à convaincre de prendre la nationalité footballistique congolaise pour nous rejoindre. Et puis, on a eu le message du président de la République, il est clair, c'est que pas la moindre erreur sera acceptée. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en œuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, bossons et essayons d'être le plus efficace possible. Reconstruire une équipe locale compétitive en organisant rapidement des rassemblements pour compenser l'absence du championnat national depuis 2 ans et séduire les binationaux de premier plan évoluant en Europe pour renforcer l'effectif, tels sont des défis que Claude Leroy devrait relever au plus vite. Que toutes les parties prenantes du football congolais poussent dans le même sens, à savoir qu'il n'y ait plus de conflits, fédération, ministère. Le ministre a été aussi très clair dans son approche de toutes ces compétitions. Mais on sent que le président de la République va nous donner les moyens pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions pour, dans ce premier match à Windhoek contre la Namibie, essayer déjà de lancer cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la meilleure des façons possibles. Après, on recevra le Cameroun, on aura 2 matchs contre les Comores, on ira au Cameroun et on recevra pour terminer la Namibie. Il y aura 6 matchs qui doivent nous permettre de partir au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans la valise des qualifiés. Je sais qu'on va travailler avec Omar Daf et puis tout le staff et tous les gens qui ont envie de nous donner un coup de main. On sent vraiment beaucoup d'ondes positives. On sent que les gens ont pris conscience qu'il y avait assez de temps de perdu à faire un petit peu n'importe quoi et qu'il était temps de repartir et de tout replacer dans le bon sens. Il va falloir qu'on soit très efficace
très perspicace et puis très convaincant pour ces jeunes talents comme Bakwa, comme Loko, qui sont des binationaux de très haut niveau. S'ils nous rejoignent, il y aura un effet d'aubaine derrière ces joueurs qui auront accepté de rejoindre les Diables Rouges. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir recommencer à faire peur. Tout compte fait, Claude Leroy détient le record de longévité pour un entraîneur à la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 phases finales de la CAN à son actif. Champion d'Afrique en 1988 avec les Lions Indomptables du Cameroun, Claude Leroy a eu une riche carrière. Il a dirigé de nombreuses sélections nationales comme le Sénégal, le Ghana, la RDC, le Congo, le Togo, ainsi que des équipes en dehors de l'Afrique telles que Oman, la Syrie, la Malaisie et aussi directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est tout pour cette actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.